Bonjour et bienvenue dans la Parole aux experts, l'émission du Club des acteurs de la performance publique. S'il est un domaine dans lequel le savoir-faire français domine, c'est bien celui de l'industrie du luxe. C'est pourquoi le ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, a choisi d'en faire une filière stratégique. Mais comment l'État peut-il soutenir efficacement le luxe à la française? Quels sont les moyens dont il dispose? Pour répondre à ces questions, notre invité Fabien Séridarian, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez Mazars, groupe international d'audit et de conseil, et vous êtes également chercheur associé à Polytechnique, spécialiste de la filière luxe. Alors, on va peut-être commencer par rappeler les enjeux de cette filière luxe, notamment son poids économique. Alors la filière luxe, c'est plus de 200 milliards d'euros dans le monde, donc avec des taux de croissance à 2 chiffres, même si les dernières données montrent qu'on est passé en dessous de la barre des 10% pour avoir des prévisions autour de 6-7. Mais ça reste très séduisant et stimulant pour beaucoup d'acteurs d'avoir ce rythme de croissance. Ce qui est assez emblématique, c'est que la France est numéro 1, donc représente à peu près 35% de ce chiffre d'affaires mondial. La France détient à peu près la moitié du portefeuille de marques qui participent de ce chiffre d'affaires. Donc la France est un acteur incontournable de cette filière. Arnaud Montebourg, comme vous l'avez évoqué, a fait le choix d'en faire une filière stratégique, ou en tout cas de pérenniser la mise en place de ces filières en gardant le luxe comme étant une filière emblématique. Pour autant, il y a beaucoup à faire et c'était tout l'enjeu du travail que l'on a pu conduire à ses côtés. Alors, on va s'arrêter un instant sur les dispositifs et les secteurs dont on parle là. Il existe aujourd'hui des dispositifs pour soutenir cette filière luxe, ces différents secteurs. Quels sont-ils? Et puis, quels sont ces secteurs? Alors en fait, ce qui nous a intéressé plus particulièrement, c'est les secteurs dédiés aux biens de la personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas étudié en détail les arts de la table, par exemple. Donc concrètement, on s'est intéressé à l'habillement, à la lunetterie, à la fourrure, à la maroquinerie, donc tout l'univers du cuir. Et donc on a cartographié à peu près 8 secteurs. Alors c'est intéressant parce que cette filière luxe, à travers ces 8 secteurs, est très hétérogène. On a des secteurs très différents. Et du coup, pour répondre à votre question sur comment on soutient ces différents secteurs, comment on intervient, historiquement, il y a des fédérations, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, il y a beaucoup de dispositifs comme les entreprises, comme le label EPV, en fait, qui donne un label et qui reconnaît des savoir-faire. Tout ça est assez disparate et il y a une volonté derrière ce travail de consolider la filière luxe, donc d'avoir un regard qu'on qualifie plus de chaîne de valeur, donc de voir de l'amont jusqu'à l'aval qu'est-ce qui se joue. Et du coup, d'avoir cette approche-là, ça permet d'être moins tourné vers les corporatismes ou finalement d'élargir le champ de vision des fédérations. Et de préparer un peu l'avenir. Alors, on va reparler de cette étude dont vous avez évoqué les grandes lignes. Ça, c'est une étude que vous avez dévoilée le 10 juin dernier. Une étude intitulée « Le savoir-faire dans la mode et le luxe, quels enjeux pour la filière française ?» Quels sont les principaux points qui ressortent de cette étude? Alors, comme je l'ai évoqué, c'est une filière stratégique pour la France. Tous les acteurs sont ambassadeurs finalement de leur marque, mais aussi de l'image de la France. Pour autant, je dirais, cet intérêt pour la filière qui dépasse la dimension économique porte en elle-même des fragilités. C'est-à-dire que ce développement très important, à 2 chiffres ou un peu moins aujourd'hui, porte des transformations assez lourdes sur les différentes chaînes de valeur dans les secteurs que j'évoquais, qui sont de tailles très différentes entre l'habillement qui pèse plusieurs milliards d'euros et la ganterie qui est le plus petit secteur, 50 millions d'euros avec une vingtaine d'acteurs. Les enjeux sont complètement différents. La plupart des artisans, on imagine. Exactement. Et donc, l'objectif, c'est, on peut être très fier de ce développement-là, mais effectivement, il y a des tensions très fortes sur des métiers, sur des maillons de la chaîne. Et donc, à la fois sur une dimension plus stratégique, à l'échelle de la chaîne, il y a peut-être des maillons qui vont disparaître demain. Et donc, c'est peut-être toute la chaîne qui peut péricliter. Il y a des enjeux sur les organisations, parce que se développer fortement, ça nécessite de repenser l'organisation du travail, de recruter. Et donc là, il y a beaucoup de sujets et les acteurs sont un peu démunis parfois. Et puis, il y a aussi l'écosystème qui, finalement, doit jouer un rôle un peu différent, notamment sous l'effet de l'internationalisation nécessaire des acteurs qui ne sont pas toujours préparés, qui ne savent pas faire, et donc il y a besoin d'avoir un accompagnement important. Donc finalement, les enjeux, c'était de pointer, on peut être très fier de tout ça, mais finalement, il faut aussi penser la pérennité, ou peut-être parfois même la sauvegarde. Et donc c'est là cette vision en termes de chaîne de valeur qui apporte finalement un regard un peu nouveau et pousse les acteurs à collaborer. Alors justement, quelles sont vos recommandations, vous ?
Alors en fait, après avoir étudié assez finement chacun des secteurs, pour ne pas avoir une vision un peu globale, malgré tout, on a cherché à prendre un peu de hauteur. Alors ce qui apparaît assez clairement, c'est que les savoir-faire, c'est d'abord une question d'organisation, puisqu'il s'agit de voir comment on s'organise, comment on les valorise dans l'entreprise. Donc il y a différents modèles. On a parlé du modèle de l'artisan, c'est le modèle porte son nom, c'est un artisan avec quelques collaborateurs qui travaillent. On a un modèle qui va reprendre en fait du lean management, des pratiques qu'on ne pensait pas avoir pour industrialiser davantage et répondre aux donneurs d'ordre, aux grandes marques. On a des gens qui ont des savoir-faire très forts, qui ont un potentiel important, qui vont essayer de créer leur marque tout en travaillant pour des donneurs d'ordre. Et puis on a des gens qui sauvegardent les savoir-faire, des grands groupes qui vont racheter des marques, à l'instar de Parafection par exemple, qui est pour Chanel. Et puis on a les modèles intégrés. Donc ça, je dirais, c'est un peu la cartographie qu'on a essayé de donner, sachant que c'est des idéotypes, c'est des catégories qu'il y a à réfléchir. Donc derrière, comment on peut agir dessus? Donc il y a la question de l'organisation, mais effectivement, il y a deux autres dimensions clés. C'est quels sont les choix stratégiques qu'on fait et quel est l'impact sur les savoir-faire. Si vous avez des entreprises ou des fonds d'investissement qui rachètent des savoir-faire, c'est différent d'un groupe comme LVMH, etc., qui aura peut-être une attention plus forte sur les savoir-faire parce qu'il a un regard plus industriel. Donc du coup, ça, on a essayé de voir dans quelle mesure les choix stratégiques concourent ou pas à pérenniser les savoir-faire. Et puis, je l'évoquais un petit peu, il y a une dimension très importante à laquelle participe l'État, c'est la qualité de l'écosystème. C'est-à-dire, il y a quelques années, je prends cet exemple, la gastronomie française a toujours été renommée, mais il y a eu un engouement pour la cuisine, pour retrouver des lettres de noblesse. Et le luxe est confronté à ça aujourd'hui. Comment créer des vocations, comment rendre des métiers attractifs qui donnent du sens, mais qui nécessitent... C'est une question de main-d'œuvre. À l'heure actuelle, on a du mal à recruter. Et on a du mal à recruter. Et donc, il faut arriver à créer les conditions pour que les entreprises arrivent finalement à recruter. Les artisans dont elles ont besoin. Vous avez décrit 3 scénarios en fait possibles pour cette filière du luxe, ces différents secteurs qui lui sont attenants. Lesquels? Alors, en fait, ce qu'on a cherché à voir, c'est porter un regard prospectif en croisant finalement à la fois un axe en disant est-ce que les marques ou les secteurs sont dans des logiques de volume ou de valeur, et puis de l'autre côté de voir dans quelle mesure les savoir-faire ont un impact stratégique. Et donc, dans les différents secteurs, il y a des tensions sur les ressources, sur l'approvisionnement, etc. Donc, ce qui fait que ce n'est pas toujours évident de dire que ce qui est clé, c'est le savoir-faire dans un produit de luxe. Donc, ces scénarios sont les suivants. On a un premier scénario qu'on qualifie de souveraineté de la marque, où finalement, vous, moi, on va d'abord être attiré par la marque et peut-être un peu moins par le produit. On sera peut-être moins regardant et c'est aussi une capacité à déceler ce qui est le beau aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est un premier modèle et un certain nombre de secteurs peuvent s'inscrire là-dedans. Donc c'est une première voie. À l'extrême, on a un modèle dit de coopétition où finalement ce qui est clé, c'est le savoir-faire. La marque est secondaire et c'est un modèle où finalement les ateliers collaborent davantage pour répondre à des exigences très fortes de volume aussi, mais tout en ayant un produit extrêmement porteur de valeur avec une qualité irréprochable. Et le modèle intermédiaire, le plus vertueux mais délicat en termes de positionnement, il fait appel à toutes les compétences et ressources des directeurs marketing, des directions marketing, c'est la coexistence en fait d'un modèle luxe et mode pour maximiser le chiffre d'affaires. C'est-à-dire être dans le luxe, avoir des produits intemporels et en même temps de pouvoir décliner la marque avec des produits de mode pour pouvoir aussi élargir la base de clients. Voilà. Ça paraît être le scénario le plus idéal, ça. C'est le scénario le plus séduisant, mais qui est aussi très contraint en termes de ressources, en termes de positionnement. Effectivement, on a cherché à positionner les marques sur ces différents modèles pour donner un peu de vision à long terme. Quand on vous écoute, on sent bien que la filière française du luxe a de sérieux atouts. Comment est-ce que vous la voyez dans les années qui viennent ? Comment est-ce qu'elle peut évoluer, notamment si elle suit ses recommandations? Alors justement, c'était un peu l'intérêt de ce regard prospectif pour traiter la question. Globalement, en fait, la filière du luxe, en partant des acteurs économiques, a plutôt de beaux jours devant elle. Notamment, on voit aujourd'hui se dessiner des relocalisations en France, donc c'est plutôt très positif, bon signe, etc. La notion de savoir-faire est plutôt porteuse. Donc par rapport aux différents scénarios, on voit bien que pour la France, d'être dans un scénario où le savoir-faire est valorisé, c'est un atout et c'est ça qui va permettre de pérenniser la position française. Si on est dans un scénario plutôt souveraineté de la marque, là, la concurrence va jouer à plein puisque les effets différenciateurs des savoir-faire vont moins jouer. Donc aujourd'hui, sans être trop magicien, on sent quand même une vraie volonté de monter en gamme et plutôt d'aller vers la valorisation des savoir-faire.
Peut-être un point important aussi, c'est que toutes les marques qui se sont internationalisées, aujourd'hui sont souvent étonnées de la capacité de leurs clients chinois ou autres à être capables de visualiser la qualité des produits. Et donc, du coup, elles sont invitées, ces marques-là, à ne pas mégoter, entre guillemets, à ne pas transiger sur la qualité des produits. Donc finalement, tout ça joue, je pense, à l'avantage de la France. Mais la qualité de l'écosystème, l'engagement aussi dans les différentes politiques publiques, que ce soit sur la formation, sur l'apprentissage, est clé, puisqu'aujourd'hui, on a quand même décelé des problématiques fortes sur les chaînes de valeur et des enjeux de politique publique assez significatifs, notamment, encore une fois, sur la formation. Est-ce que cette démarche, on peut l'étendre à d'autres secteurs d'activité en France ? Alors, on a eu, à titre au sein de Mazars, en fait, un vrai défi méthodologique, parce que parler de savoir-faire, on ne se cogne pas dans des savoir-faire. Donc, même quand on va voir les acteurs qui connaissent leur métier sur le bout des doigts, il a fallu travailler avec eux. Quantifier tout ça, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de les caractériser. Ils nous ont pris pour des fois des ovnis en disant « mais c'est pas comme ça, je comprends pas, etc. » Et du coup, derrière, on a construit un corpus méthodologique. Ce regard en termes de chaîne de valeur est très, très intéressant, parce qu'il permet justement à l'ensemble des participants d'avoir une vision un peu large. Donc, je pense que ça repense d'une certaine façon la façon de mener des politiques publiques en intégrant les différents acteurs. Donc, je salue, je pense, l'initiative qui a été prise de créer des filières stratégiques. Et derrière, finalement, en tout cas à travers nos outils, on peut imaginer de piloter ça. Voilà. Et donc d'arriver à être plus réactif, puisque je crois avoir entendu récemment que le gouvernement se soucie aussi de la réactivité et de la mise en œuvre des mesures. Et donc je pense que ça peut aller dans ce sens-là. Ça peut être une bonne chose. Merci beaucoup à vous, Fabien Cédric-Darian. Je rappelle le titre de l'étude que Mazars a sorti donc, le 10 juin dernier, le savoir-faire dans la mode et le luxe, quels enjeux pour la filière française. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Acteurs Publics TV.